Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette review du chapitre 1099 de One Piece où on va parler de pas mal de choses concernant la suite du flashback de ce très cher Bartholoméo Kuma. Très certainement le dernier chapitre sur ce flashback. Pour certains c'est long, pour moi c'est assez réussi. Même si ce chapitre-là est un petit peu moins émotionnel que les précédents et qu'il m'a un petit peu moins touché, surtout concernant l'entourage de Bartholoméo Kuma. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça, des gens qui sont censés un petit peu partager ses idéaux, ses valeurs, sa vision du monde et qui finalement ne l'auront pas tant aidé que ça, voire auront troqué le sauvetage de sa fille contre le sacrifice de son corps pour devenir un cyborg. On va également revenir sur le petit indice qu'on a concernant le fruit du démon de dragon. J'ai pris une rousse dans ma dernière vidéo avec des mecs qui ont crié à l'injustice, au mensonge, parce que j'avais mis en titre le fruit du démon de dragon. Effectivement, on en parle dans ce chapitre. C'est moins le cas dans les 1998 autres. Donc, dès qu'on a une information, c'est normal que je le mette en titre, mais on va y revenir directement dans cette vidéo, mes amis. Bien sûr, si tu souhaites soutenir Henrik21, tu t'abonnes, tu mets la petite choclo, tu tapes un petit commentaire, de rageux si tu veux, de bienveillant si tu as passé une semaine, et on va commencer directement à parler de ça. Le chapitre commence sur l'aspect un peu plus diabolique de Bartholoméo Kuma, et c'est le coup de crayon qui m'a vraiment intéressé dans cette partie-là. Le coup de crayon très sombre. Sombre, d'une part parce qu'on a le reflet des flammes, et là, les effets des flammes un petit peu sur le visage des personnages, aussi bien sur le roi Bikori que sur Kuma. Je dis oui, je dis c'est de la réussite. Je rentre un peu dans cette partie angoissante de l'histoire, bien sûr, et surtout, la révolution d'un seul homme. J'aime bien cette épithète. La révolution d'un seul homme, avec Bartholoméo Kuma qui finalement va jusqu'à briser avec son pouvoir sa petite patte d'ours, le château de ce cher Bikori, le déroutant, le déboutant de sa position bien sûr de leadership, que dis-je, de dictateur qui, et là c'est là que les connexions se font, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, permet à Eiichiro-Oda un petit peu d'étendre son lore tel une toile d'araignée, puisque le roi de Bikori va dire qu'il a été influencé par le gouvernement de Goa, qui a trouvé un petit peu la sympathie d'Etenryobiko et Dragon Céleste en brûlant la décharge flashback qu'on a vu dans le Mont Corvo. Donc c'est cool de voir un univers cohérent, de voir que l'auteur se souvient de tout. Je ne sais pas comment il prend des notes pour se souvenir de tout ce genre de petits détails, mais il exploite. Il sait qu'il va nous narrer l'histoire de Kuma, il sait que ça doit rentrer dans l'histoire de One Piece, alors directement il nous met tous les éléments dedans. Cette histoire de Kuma qui, en termes de fiction, me rappelle beaucoup celle d'Anakin Skywalker, un enfant qui était là pour la paix, pour l'amour, et qui en grandissant va finalement se faire rattraper par ces valeurs humanistes qu'il incarnait parfaitement, et qui vont quelque part se retourner contre lui, Anakin Skywalker devenant Dark Vador, c'est-à-dire quelque part un cyborg destructeur pour l'Empire. Et on a là, cette même chose avec cette vision du Kuma Terminator, mais on en parlera directement à la fin de la vidéo. L'autre rappel que je trouve intéressant, et que d'ailleurs j'avais aussi expliqué dans ma vidéo précédente, c'est les différentes îles où les Mugiwara ont été envoyés post-Saobody. Et j'avais trouvé ça intéressant que l'auteur se penche sur le fait que Kuma ait visiter ces îles-là. Dans le chapitre qu'on voit, il les visite seulement. J'aurais bien aimé voir des interactions, notamment avec Dracul, Mihawk, et d'avoir une connexion entre ces Shichibukai. Ce flashback qui tend sur la fin va pas approfondir le rôle de Kuma dans les Shichibukai, ni sa relation particulière qu'il avait avec Doflamingo, parce qu'on les voit souvent ensemble, ni celle qu'il peut avoir avec Moria, puisque finalement il se pointe sur l'île de Moria. Pourquoi fais-tu ça à ce moment-là? Ça aurait été intéressant, un petit peu, qu'on ait une description de cet aspect-là. C'est pas interdit qu'on l'ait, on l'aura peut-être la semaine prochaine, même si je pense que moi dans le chapitre 1100 on va revenir sur Exide, notamment pour avoir ce que tout le monde attend, l'arrivée de Kuma ou de Dragon directement sur l'île. Je ne sais pas si on aura ça, et je ne crois pas, mais ce flashback a un petit goût de fin, même si c'est pas énoncé tel quel. On va peut-être avoir quelques pages encore, mais je pense qu'il est temps un petit peu de revenir dans le présent. Mais si on a le Kuma robot et la suite avec l'introduction de Kuma dans les Shichibukai, moi je signe. Même si je pense que la partie qui m'a le plus intéressé est derrière moi, et sur les sentiments de Kuma, et dans le chapitre de la semaine dernière, qui peut-être traduit uniquement un tel attachement de ma part, parce qu'on a les dessins d'Eiichiro-Oda en mode griffonné, brouillon, etc., et qui rajoutent un petit peu de l'impact sur les propos de l'auteur dans ce chapitre.
On parle de l'entourage de Bartholomew Kuma, bien sûr, puisque je trouve ça choquant, déjà de la part de Dragon, qui a l'air d'en avoir RAF total, qu'Ivankov se fait péter à Impel Down. C'est tout l'inverse de son fils qui avait littéralement pété un plomb lorsqu'il a appris que son frère Ace était enfermé. Lui, il reste quand même assez passif, une bouteille d'alcool à la main, il donne un peu des news à Kuma, mais il ne se sent pas plus impliqué que ça, j'ai l'impression, dans ce qui est en train d'arriver à presque son meilleur pote, voire son bras droit. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ce personnage de dragon qui va être renforcé par la position qu'on peut avoir sur son fruit du démon. Ça n'étonne personne que je pense que le fruit du démon est lié au vent. Ça pourrait étonner personne que j'en parle dans ma vidéo précédente parce que effectivement, Dragon dit bon vent à Kuma lorsque ceux-ci décident de se séparer. C'est pas anodin, c'est dit directement dans une case. Donc, même un autre indice qui nous mène vers une autre piste. Je parle bien sûr de l'homme à la brûlure, qui a un bateau noir comme celui de Dragon et qui arrive à semer ses adversaires en créant des tourbillons dans l'eau. Donc aujourd'hui, c'est peut-être... Oda va peut-être nous prendre à contre-pied. Je ne dis pas que c'est forcément le fruit du vent, mais force est de constater qu'Oda est en train de grossir le trait dans cette direction, et je ne trouve pas ça mirobolant, ou ça ne fait pas de moi un menteur que de dire qu'on a appris, qu'on a un indice supplémentaire sur le fruit du démon de dragon, avec cette phrase qui donne dans ce chapitre. Et Dragon n'apparaissant que 4 fois dans le chapitre et ayant des rapports avec le vent que dans 3 d'entre eux, ce n'est pas abusé quand après 2 ans de chaîne, je nomme une vidéo qui correspond à un chapitre où on a un indice, le fruit de dragon. Je ne veux pas tolérer un petit peu vos espérances et vos attentes, mais managez-vous, apprenez à doser si jamais vous n'êtes pas capable émotionnellement de ne pas péter un plomb pour un titre de vidéo que je tourne, vous m'en trouverez facilement aisé, et je pense que vous aussi pour votre propre vie. C'est juste quelques mots concernant cela. Est-ce que Eiichiro Oda va aller jusqu'au bout concernant l'homme à la marque de feu? J'aimerais que ça ne soit pas Dragon. J'aimerais que ça soit une autre personne. Par contre, il est indéniable que dans le scénario, on va avoir besoin d'une confrontation entre Dragon et son fils, parce que Dragon ne doit pas avoir pour seul et unique but de rester un personnage de background qui anime, certes, les révolutionnaires, mais qui n'aura pas un rôle décisif dans la course au One Piece. Il faut, pour cela, qu'il ait un Rio Poneglyph. Et dans ce cas-là, je signe. Maintenant, pourquoi il l'a? Pourquoi Robin n'est pas au courant? Pourquoi est-ce qu'il est sur son bateau alors qu'il a une base? Il avait une base à Paltigo. Ce sont des choses qu'il va falloir expliquer. Ce sont des choses qu'il va falloir narrer. Et même si Kuma avait 1000 vies et que ça rentre dans 4 chapitres de flashback, j'attends pour le développement d'autres personnages un peu moins de virevoltement, de ici et là, dans la suite des événements qui expliqueraient des intrigues. J'entends par là que Kuma a été successivement, et j'en parle dans pas mal de vidéos, roi, tyran, pirate, Shichibukai, révolutionnaire, cyborg, armée pacifista, ça fait beaucoup de choses. On comprend dans ce flashback l'enchaînement des événements, je le comprends, je le lis. La partie émotionnelle est très impliquée et très bien écrite. Maintenant, à la fin, pourquoi en te débarrassant de Sorbet, tu deviens tyran, pirate? C'est anecdotique, finalement, que Bikori te fasse passer pour un tyran aux yeux du monde. Puisque ce ne sont pas tes actes. Voilà, tout rentre dans les cases. Sur ça, Eiichiro Oda est très bon. Maintenant, ça rentre un peu au forceps. C'est tout ce que je dis. C'est histoire de critiquer. Après, je valide le flashback et je n'ai pas de critique plus profonde que cela à émettre, bien sûr. Quid de Vegapunk? Parce qu'on peut dire, ok, Dragon est passif. Je ne valide pas. Mais quid de Vegapunk qui se montre comme un docteur qui a la possibilité de soigner Bonnie. Cette possibilité peut être contrainte par un aspect financier et je le conçois. Il peut être contraint par des recherches longues et je le conçois. Mais de ce que je comprends du chapitre, c'est un échange qui intéresse le Dr Vegapunk. Donc il est dans la capacité de le faire. Il va produire des pacifistas, mis à part si on me dit qu'il va vendre ces pacifistas à la marine et qu'avec l'argent, il va soigner Bonnie. Si on a un déroulement comme ça dans le prochain chapitre, je peux comprendre. Mais sans ça, force est de constater que
je trouve, il est quand même belliqueux, ce Dr Vegapunk qui cherche la paix derrière ces belles échanges. Oh, mais tu es un saint. Non, je suis un pacifiste. Oh, on va t'appeler pacifista. Il y en a quand même un qui va transformer l'autre en cyborg en échange des soins pour sa fille. Je trouve que c'est quand même pas foufou. On n'est pas niveau dragon céleste, mais c'est pas foufou. Donc au niveau de son environnement et de ses amis, Kuma n'est pas aidé. Ce cher Bartholoméo n'est pas aidé. C'est indéniable. Et c'est triste, en plus, au vu des événements, de tout ce qu'il a subi dans sa vie, de se dire que ces deux principaux lieutenants ne sont pas les gens les plus aidants qu'on ait rencontrés dans le monde de One Piece. C'est rien de le dire. Quelques clins d'œil aussi sympas sur le remplacement de cette Genie dans les como se llamamos los revolucionaires, Che Guevara et Tutti Quanti. Clin d'œil intéressant dans la jonction passé-présent, là aussi sur la transformation de Bonnie qui se vieillit de par l'apparence qu'elle a vue de la grand-mère, de la mère, du roi Bulldog. Pas mal de petites choses. Tiens, Kuma aurait pu prendre le trône de Sorbet. Ça aurait légitimé un tant soit peu et son statut de roi et son statut de tyran, mais on a préféré dire qu'il était roi dans une église pendant que Bulldog, l'ancien roi il y a 2 générations, régnait sur le tarmac de cette chère île de Sorbet. La deuxième attaque de Bekori sonne aussi comme une excuse pour pouvoir faire rentrer certains éléments. C'est pour chercher des bémols, bien sûr que je dis ça, je suis pas complètement convaincu par ce que je dis, mais voilà un petit peu mon analyse. J'ai essayé de faire vite, c'est déjà la 3e vidéo sur le sujet, mais je valide le flashback de Kuma. Je trouve intéressant. Ce personnage, je le détestais. Je ne peux pas mieux dire que ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il a quand même une certaine sympathie, qu'il a un propos à raconter. On aura très certainement en plus le climax dans le chapitre 1100 avec un événement. Il y a une théorie que j'aime beaucoup, hein, qui dit que finalement, est-ce que l'âme de Kuma ne serait pas dans le robot? Ce robot qu'il y a 200 ans a essayé de grimper sur Marie-Joas Terre Sainte. Est-ce que Kuma ne calque pas ce même schéma lorsqu'il monte lui-même sur Marie-Joas Terre Sainte? Ça serait sympa. Au niveau de la symbolique et tout, ça serait vraiment cool. Donc voilà, appréciez cette vidéo, à la semaine prochaine, et puis je vous laisse sur les commentaires pour vous énerver si jamais dans mon titre ou dans ma miniature, il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui vous chagrine, qui vous rend tout colère. Passez une excellente journée, un excellent week-end. On va essayer de faire une vidéo sur Jujutsu Kaisen aussi, j'ai du taf. Allez, ciao, bye bye.